C'est enfin le moment qu'on attendait tous, le début des choses intéressantes pour la NBA, les playoffs. Mais juste avant le début officiel des playoffs, nous avons maintenant pour la deuxième année consécutive un play-in tournament qui permet de déterminer les deux dernières places qualificatives et qui se joue entre les équipes situées entre la 7e et la 10e place. Je compte pas vraiment le play-in qui avait eu lieu dans la bulle en 2020, bien que ce soit lui qui ait lancé le concept, parce que le contexte et les règles étaient complètement différentes. Ces matchs de play-in, contrairement aux play-offs où il faut gagner 4 matchs pour passer un tour, sont des matchs à élimination directe, ce qui apporte donc un petit quelque chose en plus qu'on doit généralement attendre un Game 7 pour avoir. Et dans cette vidéo, on va analyser ce qui s'est passé dans les différents matchs et comment les équipes ont validé leurs billets pour les play-offs. Donc asseyez-vous bien confortablement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et c'est parti. Et on commence avec les Minnesota Timberwolves qui attendaient cette qualification depuis 2018 et leur dernière participation aux playoffs sous leur Thibodeau Butler qui avait laissé quelques cicatrices à cette jeune équipe. Aujourd'hui, l'effectif, il est jeune, explosif et avec un bel avenir. Ils affrontaient les Clippers qui ont enregistré eux récemment le retour de Paul George et il fallait à tout prix éviter le match piège. Et les Wolves justement, ils sont pas passés loin de se faire piéger. Parce que les Clippers, ils ont dès le début de match réussi à prendre l'avantage et surtout à faire déjouer Karl Anthony Towns qui n'a clairement pas été à la hauteur de l'événement. Ils ont décidé de le doubler sur toutes les actions et de jouer très physique sur lui pour le perturber et ça a fonctionné. On peut voir ici que c'est Batum qui défend sur lui, mais Kat est très loin du panier et est obligé donc de driver sur un joueur plus petit et plus mobile que lui, ce qui n'est vraiment pas simple. Vanderbilt fait l'erreur de couper au pire des moments, ce qui amène Zubac dans la raquette et lui permet d'aider Batum sur le drive et Kat n'arrive pas à contrôler son lay-up. Ici, il fait face à Zubac et drive encore depuis la ligne à 3 points et c'est Batum qui a un très bon timing pour venir sur l'aide après le spin pour contester le shoot. Et enfin ici, contre Reggie Jackson en tête de raquette, Kat décide de driver sur la droite mais voit Zubac au dernier moment qui est là pour aider alors qu'il a déjà arrêté son dribble et tente du coup un Eurostep qui ne passe pas du tout et il vendange encore un shoot. Je trouve dommage pour lui de tenter des drives d'aussi loin face à des plus petits défenseurs alors que Minnesota aurait plutôt dû essayer de le servir plus proche du panier pour qu'il puisse utiliser son avantage de taille comme ici où Batum défend sur lui et Kat reçoit la balle au poste bas. Aussi près du panier, c'est impossible pour Batum de l'arrêter. Il finit avec seulement 11 points en shootant à 27,3% et en perdant 4 ballons. Il a également le plus mauvais box plus-minus de l'équipe avec moins 14, signe que l'équipe a beaucoup mieux tourné sans lui. La faute a beaucoup de frustration due à la bonne défense des Clippers et à des problèmes de faute qui l'ont empêché de vraiment trouver son rythme et de rentrer dans son match. Il a fait 2 fautes dès le premier quart-temps et il en était déjà à 4 à la mi-temps, le tout avec un très vilain 0 sur 7 au shoot. Il a réussi à se reprendre un peu dans le troisième, mais au final ses problèmes de faute l'ont fait rater quasi entièrement le quatrième quart-temps. En le faisant déjouer ainsi et en jouant très bien en équipe sous l'impulsion de Paul George, les Clippers ont donné l'impression d'avoir le match bien en main et qu'ils allaient se qualifier à l'expérience. Paul George, lui, il a terminé la partie avec 34 points, 7 rebonds et 5 passes. Il a notamment pris feu dans le troisième quart-temps en scorant 15 points, ce qui a permis aux Clippers de prendre une avance confortable et d'avoir 10 points d'avance à 8 minutes de la fin du match. Il a clairement fait du Paul George, tout en classe et en finesse, en alternant des drives jusqu'au panier avec de jolies finitions acrobatiques et des tirs à 3 points soit très bien amenés par ses coéquipiers, soit suite à de jolis moves comme ce step back sur McDaniels. Mais les Wolves n'ont jamais rien lâché pendant ce match. Portés par un public en folie, ils sont restés fidèles à leur philosophie de jeu en y mettant beaucoup de combativité et de cœur. Ils ont dominé les Clippers dans certains secteurs clés de la combativité et ça a fini par faire la différence. Ils ont par exemple gagné la bataille du rebond en prenant 10 rebonds de plus que leurs adversaires, ils ont marqué plus de points dans la raquette, plus de points suite à des rebonds offensifs et plus de points en transition. Ils ont été portés tout le match par 2 hommes. D'abord, Anthony Edwards qui a été très chaud tout le match et qui est vraiment pour moi en train de s'imposer comme le leader de cette équipe. Il finit le match avec 30 points. Il a été bien épaulé par un D'Angelo Russell qui a pris un malin plaisir à exploiter la défense de Zubac sur pick and roll. Ici on voit qu'il appelle Vanderbilt pour le bloc pour impliquer Zubac. Zubac il défend en couverture passe, ce qui laisse beaucoup d'espace à D'Lo pour opérer. Zubac recule quasi jusqu'au panier. Russell met Covington dans son dos et termine avec un flotteur et la faute en prime. Sur cette action là on voit que Reed vient faire un bloc mais il ramène Paul George avec lui qui est un bon défenseur donc c'est pas top pour Russell qui demande du coup à Reed de repartir et il appelle plutôt Vanderbilt pour faire venir Zubac. D'Lo le sait, Zubac va encore une fois défendre en couverture basse et c'est exactement ce qu'il voulait pour avoir beaucoup d'espace pour avoir un 3 points ouvert.
Comme je vous l'ai déjà dit, malgré tout ça, les Clippers gagnaient de 10 points dans le 4e quart-temps et Karl Anthony Towns est sorti pour 6 fautes, ce qui pouvait laisser penser à ce moment-là du match que la situation était très délicate pour les Timberwolves. Mais ils vont faire un excellent dernier quart-temps qu'ils vont gagner 31-20. Ils vont surtout réaliser 5 interceptions, montrant encore une fois leur combativité en défense, notamment sur l'impulsion de Patrick Beverley, qui a été précieux sur ce match comme sur toute la saison. En attaque, c'est d'abord Anthony Edwards qui va réduire l'écart sur un drive plein de puissance sur Paul George, avant que Russell ne chauffe toute la salle avec un magnifique 3 points en transition pour redonner l'avantage aux Wolves. C'est ensuite Edwards qui va plier ce match sur 2 actions. Sur la première, on voit une mauvaise communication des Clippers en défense suite à cet écran glissé et les défenseurs suivent le même joueur. Du coup, Powell tente de revenir mais Edwards en profite pour le passer très facilement et terminer sur un dunk rageur qui fait exploser la salle. Sur l'action suivante, c'est le dagger, il réalise un step back sur Paul George et plante un 3 points qui scelle le sort de ce match et envoie donc les Wolves en playoff pour y affronter les Grizzlies de Ja Morant. Les Clippers, quant à eux, avaient le droit à une seconde chance face aux Pelicans. Je dis chance, mais pas tant que ça, puisque malheureusement pour eux, ils ont appris quelques heures avant le match que Paul George avait été testé positif au Covid et qu'il ne pourrait donc pas participer à ce match. C'est franchement une grosse tuile pour ces gars qui ont déjà dû composer toute la saison avec les absences de leurs deux leaders et qui ont malgré tout réussi à finir dans le top 8. Et en l'absence du patron, c'est Marcus Morris et Reggie Jackson qui ont pris leurs responsabilités et qui ont assuré le scoring pour Los Angeles. Ils ont tous les deux scoré 27 points avec des pourcentages similaires autour des 40%. Les Clippers ont notamment essayé d'utiliser Morris un peu comme Paul George en lui laissant des isolations sur le côté comme sur cette action ou encore en lui faisant jouer des pick and roll. Et franchement, il s'en est plutôt bien sorti et la ressemblance avec Paul George sur certaines actions était frappante, comme ici où il fait une isolation dans le corner, un step back avec un dribble dans le dos et un shoot à 3 points sur la tête de son défenseur. Malheureusement pour les Clippers, ils ont été trop seuls et leurs coéquipiers n'ont pas forcément réussi à sortir du lot. Surtout qu'en face, ils avaient une équipe en pleine confiance qui a terminé à la régulière sur une très bonne dynamique et qui sortait d'une victoire très convaincante contre les Spurs. Dès le début du match, c'est Brandon Ingram qui prend les choses en main et montre à tout le monde qu'il est le meilleur joueur de cette opposition. Il score 16 de ses 30 points dès le premier quart-temps pour mettre les siens sur les bons rails. Il a scoré de toutes les manières possibles. Les Clippers n'arrivaient pas à trouver de solution contre Ingram et ils ont laissé les Pelicans prendre 10 points d'avance à la pause. Ty Lue a décidé de faire un changement drastique pour la seconde mi-temps, celui de ne plus faire jouer Zubac du match pour limiter son impact défensif. Comme on l'a vu contre les Wolves, sa défense en couverture basse n'est pas forcément bonne dans toutes les situations et quand vous avez des mecs qui plantent dedans à mi-distance en face, c'est quand même assez handicapant. Regardez sur cette action l'espace dont dispose un gars comme CJ McCollum pour shooter. Pareil ici face à Ingram. Il est en position basse après le bloc, ce qui laisse beaucoup d'espace à Ingram pour shooter. Et en faisant plus jouer Zubac, Ty Lue peut mettre plus de défenseurs longilignes sur le terrain qui peuvent du coup switcher sur Ingram pour éviter de lui donner un premier avantage sur chaque pick and roll. Et ça a plutôt très bien marché pour eux, puisque sous l'impulsion de cette défense, les Clippers vont réaliser un troisième quart-temps incroyable qui vont gagner 38-18 pour prendre 10 points d'avance à l'entame du quatrième quart. Regardez la différence sur cette action. Il y a un main à main de fait avec Valanciunas, et au lieu d'avoir un Zubac qui attend dans la raquette et qui laisse beaucoup d'espace à Ingram, eh bien Batum et Covington switch qui oblige Ingram à faire une isolation en gros. Il drive, Covington reste bien accroché et Man vient en aide pour faire rater Ingram. C'est donc le gros avantage de cette stratégie. L'inconvénient par contre qu'il faut surveiller, c'est le rebond, puisque vous avez forcément des gars de plus petite taille sur le terrain. Et pour le coup, les Clippers ont subi, et ils ont perdu la bataille du rebond, ce qui a aussi logiquement entraîné une différence au niveau des points marqués sur rebond offensif en faveur des Pels, avec notamment un Larry Nance Jr. qui a fait un super match et qui a été très actif avec 7 rebonds offensifs qui lui ont permis de marquer 14 points en sortie de banc. Malgré leur belle défense sur Ingram qui leur a permis de prendre l'avantage dans le troisième quart-temps, ça n'a pas continué à fonctionner dans le quatrième et les Pelicans sont revenus au score. Ingram s'est adapté et a su élever son niveau pour venir à bout de cette défense. Au final, nous sommes rentrés dans le Money Time avec deux équipes au coude à coude. Et c'est les Pelicans qui vont le mieux s'en sortir avec de belles contributions du banc encore une fois. D'abord avec une belle claquette dunk de Larry Nance Jr., puis encore une fois suite à un rebond offensif de Larry Nance, il ressort à 3 points pour le rookie Trey Murphy qui a été précieux sur ce match avec 14 points également. Il se permettra même un second 3 points dans le Money Time. De leur côté, les Clippers vont tenter des shoots un peu trop compliqués, manquant cruellement de leur franchise player pour mettre les choses en place et créer quelque chose. Et c'est finalement sur cette dernière prise à 2 sur Ingram que les Clippers vont oublier Valanciunas tout seul sous le panier pour terminer ce match et envoyer les Pels en playoff pour la première fois depuis le départ d'Anthony Davis, validant ainsi
le très bon trade qu'ils ont fait à la mi-saison pour CJ McCollum, qui a fait un match correct avec 19 points, mais qui avait surtout été très bon dans la victoire face aux Spurs. Les Clippers, eux, rejoignent leurs voisins de Los Angeles en vacances, même si c'est pour des raisons très différentes. L'équipe a été vaillante toute l'année et n'a vraiment pas à rougir de leurs résultats. Les Nets, quant à eux, jouaient leur 7ème place face aux Cleveland Cavaliers. Deux équipes qui auraient pu finir plus haut dans le classement sans les blessures qui ont miné leur saison. Et les Nets n'auront pas tremblé pendant ce match. Ils avaient les deux meilleurs joueurs sur le terrain, bien plus d'expérience et des attentes aussi bien plus élevées, et ils ont fait le boulot. Ils ont d'ailleurs mené ce match de la première seconde jusqu'à la dernière en laissant que très peu d'espoir aux Cavs, malgré un retour dans le dernier quart-temps. Dès le premier quart, ils ont mis une très grosse pression sur des Cavs un peu timides en début de partie pour prendre 20 points d'avance. 40-20 au bout de 12 minutes de jeu, c'est dur de s'en remettre. Faut dire que KD et Kyrie étaient déter et quand ils jouent comme ça, il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Dès le début du match, ils ont contrôlé tous les ballons pour mettre leur équipe sur les bons rails. Et c'était juste magnifique à voir. C'était vraiment une pure exposition de leur talent. Handle de malade, shoot ultra compliqué, filet qui claque, c'était du nectar pour les yeux. Et surtout, c'était d'une efficacité redoutable. Attendez, écoutez ça quand même. Kyrie Irving, il a raté son premier shoot du match dans le 4e quart-temps, quoi. Ça n'a aucun sens. Il avait déjà marqué 30 points quand il a raté son premier shoot. Il finit le match à 34 points à 80% au shoot. Normal. Je veux dire, regardez-le là contre Kevin Love. Il drive, Love arrive plutôt bien à le contenir. Du coup, il revient vers la tête de raquette et franchement, Love il est dans son short quand Kyrie dégaine. Il peut pas plus contester le shoot que ça, mais ça fait switch quand même. Pareil ici dans le corner où il a le bien plus grand que lui, Markkanen devant lui. Il lui shoot sur la tête malgré sa main devant son visage. Bref, juste trop fort sur ce match. Et Durant aussi a été très bon avec 25 points en shootant à 56,3%. KD a beaucoup cherché des shoots sur le côté droit du terrain avec 5 shoots marqués de ce côté. On le voit ici au poste face à Levert. Mobley a du mal à se décider s'il vient doubler ou pas. Il finit par venir mais KD shoot par-dessus son contest. Ici il drive depuis la ligne à 3 points pour venir trouver quasiment le même spot que sur l'action précédente. Et sur cette action-là, il reçoit d'abord un écran ligne de fond par Patty Mills avant d'être servi au poste bas pour un shoot mi-distance. Mais là où ils ont été le plus forts, c'est surtout dans le leadership et dans l'implication de leurs coéquipiers dans le jeu, ce qui va être crucial pour eux pendant les playoffs et on voit qu'ils l'ont très bien compris. KD, il a fait 11 passes décisives et Kyrie 12. Donc 23 passes décisives à eux deux sur les 33 de l'équipe. C'est pas mal, et ça a permis à tout le monde de se régaler, notamment Bruce Brown et Andre Drummond. Ici, les Cavs défendent en zone par exemple. Drummond fait un écran pour Irving, ce qui attire Okoro en aide. Ça ouvre une ligne de drive parfaite pour Bruce Brown. Kyrie le serre et Brown utilise cet espace pour aller scorer au panier. Ici, toujours sur la zone, Drummond vient faire un écran pour Bruce Brown avant que Brown ne fasse un main à main avec Irving. Drummond roule vers le panier et je sais pas trop comment fonctionne leur zone, qui est normalement censée protéger la raquette, mais les joueurs dans les corners ne réagissent pas et restent collés au shooter à 3 points. Irving sert du coup Drummond pour le dunk. Et c'était pareil pour Kevin Durant. Ici Drummond a la balle, Kyrie vient faire un écran pour Durant avant qu'il ne reçoive un main à main de Drummond. Mobley switch sur Durant mais Levert tente de revenir, ce qui laisse Drummond seul sur son rôle et qui oblige Kevin Love à venir en aide et laisser Bruce Brown seul dans le corner. KD lit bien le jeu et sert le joueur seul pour un 3 points ouvert. Ici, c'est Bruce Brown qui dribble vers l'aile pour faire un main à main avec Durant, pendant qu'un bloc est posé à l'opposé pour Mills pour occuper la défense. KD arrive en tête de raquette et la menace de son shoot mi-distance attire Kevin Love. KD sert du coup Brown sur la pocket pass et Brown peut aller finir au dunk. De leur côté, les Cavs, ils ont été trop justes et malgré une belle remontée en fin de match où ils ont tout tenté pour revenir, ils ne finissent pas si loin, mais les Nets n'ont jamais vraiment tremblé en plantant toujours des paniers qui font mal à chaque fois que les Cavs revenaient vers les moins 6 points. Darius Garland a lui été au rendez-vous et a porté son équipe à bout de bras durant toute la rencontre, assumant pleinement son statut de leader offensif de l'équipe et de All-Star. Il finit avec 34 points et de beaux pourcentages. Il a su être agressif sur ses drives et scorer à 3 points pour toujours amener son équipe au plus proche des Nets. Il a plutôt été bien épaulé par Mobley qui termine avec 19 points. Mais à part ça, les Cavs ont été un peu justes en sachant qu'ils sont pas au complet et que Brooklyn avait pas grand chose à faire au play-in. De toute manière, quand Kyrie et KD jouent comme ça, c'est trop dur de les suivre. Malheureusement pour eux, tout comme les Clippers, les Cavs n'ont pas su saisir leur deuxième chance de se qualifier face à Atlanta. Tout avait pourtant mieux commencé pour eux que face aux Nets puisqu'ils ont fait la course en tête pendant quasiment tout le match, comptant jusqu'à 14 points d'avance, ne se faisant rattraper puis doubler que dans le 4e quart-temps.
Ils enregistraient même pour l'occasion le retour de leur pivot All-Star Jarrett Allen, qui avait raté plusieurs semaines de compétition pour une blessure au doigt. Portés par une salle en délire à chaque panier, les Cavs sont bien rentrés dans leur match et ont rapidement pris les commandes. Garland a encore une fois été omniprésent dans le jeu offensif, en scorant 21 points et en délivrant 9 passes décisives. Il a par contre été beaucoup plus maladroit que contre les Nets, ne shootant qu'à 33,3% sur 27 tentatives, dont 14,3% à 3 points. Un peu écrasé par l'enjeu et ses responsabilités offensives. Vous ajoutez à ça encore un match moyen également de la part de Caris LeVert, à peine plus adroit avec 38,5% de réussite, et ça complique forcément les choses. C'est surtout le front de court si particulier des Cavs qui a été efficace. Rappelez-vous, les Cavs y jouent avec plus de 3 joueurs de 2m11 sur le terrain en même temps avec Markkanen, Mobley et Allen, et ils ont tous les 3 fait un bon match. C'est notamment Markkanen qui finit meilleur marqueur pour les Cavs avec 26 points qui a permis à Cleveland de mener pendant une grande partie du match grâce à son adresse à 3 points. Dès le début du match sur cette remontée de balle de Garland, les Hawks mettent un peu de temps à se mettre en place et personne n'est vraiment sur Markkanen qui ouvre son compteur à 3 points. Et il va d'ailleurs souvent profiter du mauvais placement des Hawks en défense et notamment les mauvaises rotations de Trae Young. Ici les Cavs prennent le rebond et la balle est ressortie de la raquette. On voit déjà que Trae Young, il reste dans la raquette sans défendre sur aucun joueur, ce qui veut forcément dire que ça va créer un déséquilibre quelque part. La balle, elle est transférée à Garland, le joueur de Young donc, mais comme il n'est pas là pour défendre, c'est Gallinari qui doit faire un close-out en laissant Markkanen tout seul. Garland fait l'extra-passe à Markkanen et Young est bien trop loin pour espérer faire la rotation suivante. Encore une fois ici où Garland sert Mobley au poste bas avec un défenseur bien plus petit que lui. Ça déclenche automatiquement une aide de Capella et Bogdanovic descend pour couvrir Allen. Dans cette situation, c'est à Young de se tenir entre les deux joueurs libres et de faire la rotation à celui qui recevra la balle. Mais il réagit bien trop tard et Markkanen est encore seul à 3 points. De leur côté, Allen et Mobley ont pu retrouver leur complicité dans la raquette avec une de leurs actions fétiches de cette année, le alley-oop high-low. Sur le pick and roll d'Allen, Capella est en position haute pour empêcher le joueur adverse de driver ou shooter à 3 points, et du coup Garland sert Allen qui a glissé sous l'écran. Ça déclenche l'aide de Gallinari et Hunter doit descendre pour couvrir Mobley. Il est un petit peu en retard et Allen envoie Mobley au alley-oop. De leur côté, les Hawks ont bien évidemment pu compter sur leur franchise player, Trae Young, qui a fait le show et qui a prouvé encore une fois à quel point il était fort dans le clutch dans ce type de match en jeu. Il finit avec 38 points en shootant à 52% et il délivre au passage 9 passes décisives. Il a eu un petit peu de mal à lancer la machine en début de match lorsque Cleveland était en tête puisqu'il n'a mis que 6 points en première période. Mais c'est en deuxième mi-temps qu'il a pris les choses en main en scorant 16 points dans le troisième, puis 16 points encore dans le dernier quart pour aller chercher cette qualification. Avec une raquette aussi grande que ça, on aurait pu imaginer que Young soit en galère, et c'est peut-être ce qui l'a un petit peu gêné en première mi-temps. Mais il a fini par trouver des solutions grâce notamment à sa panoplie de flotteurs dévastateurs et ses shoots longue distance. Trae Young, il adore être le vilain et climatiser des salles, et encore une fois, on a pu entendre des fuck Trae Young scandés en chœur par le public. Il en fallait pas plus pour réveiller la bête et le showman. Dans le troisième quart, Young il a commencé à balancer des bombes du parking de plus en plus loin pour démoraliser ses adversaires. Regardez sa shooting chart, c'est n'importe quoi. Malgré le retour des Hawks, les Cavs ont été dans le match jusqu'au bout et ils ont eu les ballons pour recoller le score, mais se sont un peu effondrés et n'ont pas su correctement les exploiter. Ils ont notamment perdu 4 ballons dans le quatrième quart et ont shooté seulement à 33,3% dont 12,5% à 3 points. Ici par exemple sur le pick and roll, Garland tente de faire une passe à Mobley, mais elle est un petit peu molle et les longs bras de Okongwu la dévient et Cleveland perd la balle. De son côté, à chaque fois que les Cavs revenaient à une possession d'écart, Trae Young a tué leurs espoirs. D'abord ici avec un crossover ultra violent sur Caris LeVert avant de dégainer son troisième shoot du logo. Ou encore ici, à 1 minute de la fin, Trae Young a le mismatch avec Markkanen et décide de driver dans l'axe. Allen revient bien sur lui pour le contester, mais Young lâche un de ses flotteurs pour scorer au-dessus du pivot et prendre 3 points d'avance. Sur l'action suivante, Caris LeVert prend un pick and roll de Mobley et drive vers le panier. Gallinari s'impose, donc LeVert veut envoyer Mobley au alley-oop, mais Okongwu encore une fois réagit très bien et vient dévier cette balle dans les airs et Cleveland perd la possession. Les Cavs, ils auront une dernière chance puisque sur l'action suivante, ils font une belle prise à 2 sur Gallinari au poste et Markkanen fait une magnifique rotation pour intercepter la balle. Malheureusement, il gâche cette dernière munition en reperdant tout de suite la balle. Les Cavs sont faute sur Trae Young qui convertit ses 2 lancers et les Cavs ne reviendront plus dans le match. Les Hawks gagnent donc leur place en play-off pendant que Trae Young souhaite de bonnes vacances aux fans des Cavs. Ils doivent être déçus, mais au final, ils ont fait une très bonne saison et posé de très belles bases pour la suite de leur reconstruction.
Pour conclure sur ce play-in tournament, je suis encore un petit peu partagé. D'un côté, ces matchs sont super cool et ça permet vraiment de garder un intérêt sur la fin de la saison régulière, donc c'est vraiment top. Et même si je trouve ça un peu cruel pour les Cavs par exemple, au final les Hawks ils avaient qu'un match de retard, donc ça me va complètement. Là où on peut par contre y voir une petite limite, c'est pour les Clippers justement, qui ont fait une super saison malgré tous leurs problèmes de blessures et qui viennent de se faire éliminer alors que leur meilleur joueur était en protocole Covid par une équipe au bilan négatif de 36 victoires seulement pour 46 défaites et sur qui ils avaient 6 matchs d'avance. Il y a peut-être encore un petit peu de boulot à faire sur ce sujet, mais une chose est sûre, c'est que le play-in, c'est vraiment quelque chose de cool à voir et ça permet aussi à des équipes d'avoir un petit peu de gloire avant d'aller se faire étriller au premier tour. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de ce play-in tournament ? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure manière pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.